Da Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. Bonjour et bienvenue sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Merci de nous recevoir pour ceux qui nous reçoivent actuellement sur notre page Facebook, le Da Fresh Morning sur Urban FM. Je suis avec Gina. Gina, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas? Super bien et toi? Ouais, ça va bien. Merci. Alors ce matin, on a une grande figure de la pensée. Oui, Monsieur Bonaventure Veondo. D'accord. Et on a aussi? On a aussi Omer Ntogo. Ça faisait longtemps qu'il était venu par ici. Omer, bonjour. Bonjour à Comment tous. Tu vas? Bonjour aux auditeurs. Je vais très bien. Je suis honoré d'être en face d'une sommité de la pensée, comme tu as dit. Comment tu as connu Monsieur Bonaventure Veondo? D'abord par ses productions, parce que Bonaventure Veondo est un philosophe, puis surtout parce qu'il a été recteur de l'université Omar Bongo, donc c'est à ce moment-là qu'on l'a connu. Et puis après, nous sommes allés visiter ses livres, et particulièrement celui qui nous a le plus frappé, Sagesse et Initiation à travers les contes, mythes et légendes Fan. C'est un livre qui a bercé beaucoup d'intellectuels gabonais et qui nous a permis de prendre des décisions sur la trajectoire de notre propre pensée. Donc, Bonaventure Veondo, effectivement, n'est plus un individu, mais une icône dans la pensée gabonaise. Et c'est à ce titre que je suis absolument heureux d'être avec lui ici. Gina, tu as sa biographie? Oui, j'ai sa bio. Enfin, comme d'habitude, on cherche toujours un petit peu. Donc, je pense que dans les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a certains qui le connaissent bien parce qu'il a été recteur et tout, mais il y en a d'autres qui le connaissent aussi parce que c'est un écrivain, et d'autres parce que il adore la philosophie. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Monsieur Bonaventure Veondo est né le 11 février 51 à Oyem. Et ensuite, il a eu une thèse, il a fait une thèse de doctorat de 3e cycle en philosophie à l'université Bordeaux 3, avec mention très bien, s'il te plaît. Cette thèse donc portait sur l'idée d'intériorité dans la pensée antique depuis les origines jusqu'à Saint-Augustin. Il a été son directeur de recherche était le professeur Jean-Claude Fraisse. Il a également une thèse pour le doctorat S. Lettres à l'université de Bordeaux 3, mention très honorable avec les félicitations du jury, intitulée Quête du sujet, univers de signification et transcendance. Le professeur qui a dirigé cette recherche était Monsieur Jean-Claude Fraisse, le professeur Jean-Claude Fraisse, et depuis 1943, il est professeur titulaire de philosophie au département de philosophie à l'université 93 à l'université Omar Bongo, où il a assuré aussi la fonction de recteur de 91 à 93. Tu n'étais pas encore là-bas, Da Fresh? Non, pas du tout. Non, Da Fresh n'était pas encore. Donc, dans cette période-là, il a été recteur. On lui doit notamment le beau portail qui encadre l'entrée de l'UOB. C'est grâce à lui. Ah oui. Oui, et il a aussi poursuivi une carrière internationale auprès de l'Agence universitaire de la francophonie à Dakar, comme directeur du bureau régional, et ensuite comme vice-recteur à Montréal et à Paris. Donc, il a publié notamment le Wani et le Songa, 2 jeux de calcul africains aux éditions CCF Libreville et Sepia en 91. Oui. Il a aussi publié Sagesse et Initiation à travers les contes, mythes et légendes Fan en 91, qui a été réédité ensuite par les éditions L'Harmattan en 2005. qu'Omer a abordé tout à l'heure dans son introduction. Il est aussi à l'origine de Afrique, la fracture scientifique, édition Futurible de 2005. Et il a aussi à chacun sa raison occidentale et raison africaine, édition L'Harmattan 2013. Donc,
Il a plusieurs distinctions, notamment chevalier des arts de la culture qu'il a eu en France en 1990. Il est chevalier de l'Ordre national du mérite Comme du moi. Gabon, comme moi aussi. Depuis 1995, il est officier de l'Ordre national du mérite en France depuis 2000. Il est président du conseil scientifique du Fonds Gabon depuis 1992 et il est président de la fondation Géréli depuis 1994. Professeur, Il me faut 3 vies pour arriver à ça. Professeur, C'est bon, je me suis pas trompée. est-ce que vous vous reconnaissez dans cette distinction? Bien sûr, je me reconnais dans cette présentation. Mais comme toute présentation, elle ne peut pas être... Elle est, comment dire, elle est limitée parce que depuis lors, d'autres choses sont arrivées. Par exemple, ma réflexion sur les universités. Donc, j'ai publié, par exemple, un livre qui s'appelle « La refondation de l'Université du Gabon, enjeux sociétaux et éthique de la co-responsabilité ». J'ai publié aussi une sorte de manuel, introduction à la gouvernance des universités, parce que les universités sont d'énormes machines dont il faut savoir connaître les règles et qui est adressé à tous les présidents et recteurs d'universités. J'ai publié, bien sûr, d'autres travaux Dont un sur Jean-Marc Ecot. dont un sur Jean-Marc Ecot, qui est une icône politique de la politique gabonaise. Il était important aussi de rendre hommage aux anciens. Bref, si vous voulez, tout ce qui est humain, tout ce qui peut nous faire aimer notre pays, tout ce qui peut nous faire aimer notre culture, tout ce qui peut nous faire aimer finalement, tout ce qui peut faire de nous des citoyens du monde, m'intéresse et c'est peut-être aussi ce qui me donne cette rage de vivre, cette rage de connaître, cette passion. Et en tout cas, je voudrais vous remercier pour cet éclairage sur ma vie, sur ma pensée. D'accord. Nous vous sauvons aujourd'hui parce que nous allons parler d'un thème qui est spécifique à notre temps. Peut-être vous avez fait un tour dessus sur vos études ou peut-être pas. Mais c'est intéressant pour nous, les jeunes d'aujourd'hui. On veut essayer de comprendre si penser dans notre monde où il y a les réseaux sociaux, où il y a les applications comme WhatsApp, où il y a des télévisions télécommandées en 3D et tout ça, c'est encore utile pour l'homme moderne. Plus que jamais. Plus que jamais, nous ne devons pas nous contenter de cette musique qui, comme un fond sonore, ou cette illusion que nous nous accrochons à des choses. Il est important que notre réflexion s'applique, prenne corps sur ces éléments, parce que c'est nous qui vivons. Nous ne devons pas vivre par des prêts à penser, nous ne devons pas vivre par des prêts à vivre. Qu'est-ce que vous entendez par prêt à penser? Prêt à penser, ce sont des idéologies. Ce sont des grandes idées où on vous dit finalement ne pensez pas. Nous avons déjà trouvé la réponse pour vous. Mais le monde est comme ça actuellement. Il est comme ça. Quand un enfant naît, il trouve tout déjà. La télévision est en couleur, il a la voiture pour se déplacer, il a des applications pour appeler une voiture, il a des applications pour appeler la nourriture, il a des applications pour appeler les habits, il a des applications pour le conseiller sur la façon dont il doit vivre au quotidien, faire le sport, réfléchir, étudier, même penser, je veux dire. Il a des applications pour tout. Est-ce que le philosophe n'est pas mort avec le XXe siècle finalement? Qu'est-ce qu'on veut encore penser? C'est d'abord la vraie première question. Vous dites qu'est-ce qu'on veut encore penser? Mais il y a ce qu'on veut encore penser, c'est le mal absolu. Quel est le mal absolu de l'homme? Quel est le plus grand mal absolu? C'est la bêtise. Quel est le plus grand mal absolu? C'est la mort. Vous n'aurez pas réglé les questions. Ce n'est pas parce que vous aurez des applications surtout que vous saurez ce qu'il y a à vivre. Rappelez-vous aujourd'hui que ceux qui ont mis ces applications en place, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent à leurs enfants? Ne les utilisez pas. Ne les utilisez pas. Et vous, on vous demande de les utiliser pour, au fond, pour quoi faire? Pour faire de vous des objets qui ne pensent plus, pour faire de vous des esclaves qui vivent sans penser. Or, il y a une chose, vous savez,
une chose que nul ne peut faire pour vous. Il peut vous apprendre la pensée, il peut vous apprendre des applications, et même ces applications-là. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la majorité des applications sont produites et élaborées par qui? Pas par beaucoup d'Africains. C'est un marché. Et nous ne sommes que des consommateurs. Donc, nous ne sommes pas à égalité. Et vous le savez bien, dans le monde de ces nouvelles technologies, il y a des gens qui s'enrichissent énormément et d'autres qui s'appauvrissent énormément. Professeur, je ne fais pas une fixation sur les applications, c'est juste une manière de vous dire qu'il y a maintenant beaucoup de choses qui sont comme si tout était préparé à l'avance. Est-ce que vous pensez que maintenant, nous, là, nos pensées sont encore utiles à ce moment? Je pourrais vous dire que plus que jamais, il est important de penser par nous-mêmes, de commencer à penser. Ce n'est pas parce que vous connaissez la pensée d'un philosophe, ce n'est pas parce que vous connaissez la pensée d'un médecin, ce n'est pas parce que vous connaissez la pensée de quelqu'un de très célèbre que vous savez ce qu'est la pensée. Or, penser par vous-même, c'est de déconstruire, c'est d'ouvrir son regard sur ce qu'on ne voit pas. Vous avez, je donne à titre d'exemple, quand je parle du mal absolu, c'est finalement ce à quoi on ne pense pas. Vous me dites, nous n'avons plus besoin de penser parce que tout est là. Mais le mal absolu, de vous à moi, en tant que phénomène de conscience, c'est ce qu'on ne voit plus. Et vous avez l'impression de jouer des rôles. Mais vous-même, qui êtes-vous? Quelle est la plus grande question que nous avons à affronter, nous tous, mais à laquelle nous n'avons pas de réponse? C'est qu'est-ce que être homme? Qu'est-ce que vivre? Mais moi, j'avais envie de vous demander, au final, si je reste dans la même logique, j'ai envie de me demander quel est le résultat de ma pensée, en fait. D'où me vient ma pensée? Elle me vient de mon environnement, elle me vient de ce que j'écoute, de ce que je vois, voilà, de mon éducation, de ceux qui m'entourent. Ma culture. Et dans un monde où, par exemple, on fait l'apologie des réseaux sociaux, est-ce que vous pensez que ce serait bien que tout le monde expose sa pensée? Parce que le plus grand mal, comme vous l'avez dit, c'est la bêtise. Et sur les réseaux sociaux, les gens, ils exposent leurs bêtises, par exemple. Donc, pour notre génération, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un gros piège? Juste pour appuyer sur cette question, en effet, les jeunes aujourd'hui se demandent, est-ce que c'est finalement pas une perte de temps d'aller lire un livre qui ne donne aucune solution immédiate sur des problèmes immédiats? Est-ce que c'est pas une perte de temps? Le lieu le moins fréquenté à Libreville, c'est la Bibliothèque nationale qui est au bord de mer. 90% des Librevillois ne savent même pas où elle se situe. Ils ne savent même pas ce qu'il y a à l'intérieur. On est dans un monde instantané où on dit quelque chose, c'est diffusé dans le monde entier et on pense que la solution se trouve là. Alors, pour reprendre un peu la question de Gina, pour les jeunes aujourd'hui, est-ce que ils considèrent que c'est une perte de temps? Qu'est-ce que ça va leur apporter de revenir, de prendre de la distance, de revenir à soi et de se remettre à penser? Je disais tout à l'heure, pour commencer, que le plus grand mal, c'est de ne plus penser. Le plus grand mal, c'est de faire semblant de penser. Le plus grand mal, c'est de vivre par les pensées des autres, c'est de vivre à travers les projections des autres. Mais quand vous avez fini ça, et quand vous vous retrouvez au fond devant vous-même, vous n'avez pas cette limite, au fond, d'être comme un acteur qui joue un film, qui récite la pièce qu'on lui a demandé de réciter, mais vous-même, qui êtes-vous? C'est la première des questions majeures. Qui êtes-vous? Ça veut dire, au fond, chercher. Chercher à l'époque qui était la mienne, c'était d'abord aller rencontrer les grands-parents, aller rencontrer les anciens pour qu'ils racontent. Alors, dans ces histoires qu'on nous racontait, on ne voyait que la petite histoire, c'est-à-dire au fond les combats, les belles légendes, etc., etc. Et
très vite, on nous déclassait en disant oui, mais ça, c'est du faux savoir. Allons à l'école. On allait à l'école. Et qu'apprenions-nous, effectivement, la langue française et tout ce qui allait avec, à savoir, effectivement, la philosophie, les sciences, etc. Mais quand on avait appris tout ça, c'était encore du vernis. Tout ça, c'était encore de l'apparence. Et on commençait à vouloir vivre avec tout ça. Et on était effectivement noyé dans ce monde d'objets. On avait une voiture, etc., etc. Mais quand on a fini d'avoir tout ça, que nous reste-t-il ? Eh bien, on s'aperçoit que nous sommes des objets. Nous sommes instrumentalisés. Donc, il faut donc revenir à quelque chose qui est inextinguible en nous. C'est-à-dire cette soif. Cette soif, au fond, c'est d'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Et où allons-nous ? Personne n'a de réponse toute faite, mais quand vous posez ces questions, vous commencez à vous éveiller et au fond, à prendre la vraie dimension de ce que vous êtes. Vous voyez, aujourd'hui, dans notre société, quand on posait ces questions autrefois, ces questions, d'où venons-nous ? Les gens posaient la question des origines. Et on disait, bon, écoutez, moi, je suis fan, etc., etc., etc. C'est pas tout à fait la bonne réponse. Vous voyez, quand on posait des questions, où allons-nous ? Ah oui, nous sommes dans un pays, et par rapport à cela, on se disait, oui, on va continuer à être ce que nous sommes. Mais que remarquons-nous ? Nous remarquons dans notre société, par exemple, une grande transformation. Quelle est cette grande transformation que beaucoup ne voient pas, mais qui est là, désormais ? C'est par exemple cette grande transformation démographique qui fait que aujourd'hui, quand vous allez dans une mairie un samedi pour voir donc des mariages se faire, je dirais il y a 30 ans, la majorité des mariages dans notre pays étaient des mariages à l'intérieur d'une même ethnie. Et aujourd'hui, que voyons-nous ce basculement ? C'est que nous avons plus de mariages entre ethnies, même dans des régions, je dirais, dont on pourrait dire qu'elles sont monoculturelles. Eh bien, nous avons des mariages entre ethnies qui sont devenus aujourd'hui la référence. Ça veut donc dire que notre société avance sans que nous voyions les transformations. Et si vous ne regardez pas ça, si vous ne regardez pas ce qui s'éveille, vous ne pouvez pas comprendre d'où cette soif. Rien n'est donné. Tout est en train de se transformer sous nos yeux et c'est la lecture de ces transformations que nous devons avoir. Si nous ne les avons pas, bien nous allons vivre les yeux fermés, nous allons prendre le train comme quelqu'un qui prend un bus ou un taxi, s'installe dedans, s'occupe de regarder uniquement le paysage, mais ne voit pas où va le taxi, ne voit pas quelles sont les conditions de fonctionnement de ce véhicule, et donc finalement, il devient une sorte de jouet qui est manipulé par des éléments. Mais comment doit-on organiser la pensée ? Est-ce que tout le monde a la capacité d'organiser sa pensée pour qu'elle soit productive et applicable sur le champ matériel ? Belle question. Belle question. D'abord, il faut dire une chose qui est... On confond l'acte de penser et la pensée. Vous pouvez avoir des pensées. Avoir des pensées, ça ne veut pas dire forcément que l'on pense. On peut, en ayant des pensées, faire semblant de penser. Donc, ça complique l'équation. On est des enfants des années 80. Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en réalité, c'est un effort. C'est un effort permanent. Je vous ai dit tout à l'heure, personne ne peut penser à votre place. Oui. Si je pouvais penser à votre place, je serais un impérialiste, je serais un être dominateur et je vous réduirais en objet. Mm-hmm. Or, la première chose que j'ai avec vous, c'est cette parole. Nous sommes ici autour d'une table, vous parlez et je parle. Mm-hmm. Et donc, je reconnais en vous, je dirais, mon équivalent, mon homologue en tant qu'être humain, et c'est parce que je reconnais en vous mon équivalent que nous formons une société. C'est ce que disait Mandela.
nous sommes, je suis parce que nous sommes. La fameuse formule de Mandela. Je suis parce que nous sommes. C'est-à-dire que je ne suis rien tout seul, mais c'est parce que nous sommes une communauté que nous devons continuer à vivre. Or, vous connaissiez le grand problème de l'Afrique du Sud, que c'était une société à développement séparé. Or, sa démonstration, c'est ça a été de montrer que nul ne peut vivre en Afrique du Sud sans les autres. Vous voyez ? Donc, encore une fois, il n'y a pas ceux qui pensent d'un côté et ceux qui ne pensent pas. Nous avons ce grand trésor que Dieu, que la nature, que tout ce que vous pouvez imaginer nous a donné, c'est d'être capable de proférer des concepts, de parler et donc d'échanger. Ce qui est important, ce n'est pas que je parle tout seul. Ce qui est important, c'est que nous parlons ensemble et que sur les questions qui nous importent, nous ayons des compréhensions communes, voire en tout cas qui se rapprochent. Vous voyez, c'est ça, je crois. Omer dit toujours, et c'est peut-être là la réponse, c'est cette curiosité intellectuelle qui fait que je ne me limite pas simplement à ce que je connais, mais que je m'ouvre à ce que je ne connais pas. Vous parlez de la société d'aujourd'hui. Nous croyons tout savoir, mais finalement, que savons-nous ? Alors, la question reste quand même. Oui, je voulais un peu l'approfondir. Dans une société, vous avez reconnu vous-même, dans une société qui déconstruit la pensée, dans une société qui nous apprend à ne pas penser, dans une société qui nous offre des prêts à penser, comment organiser ? Est-ce qu'on a encore les moyens d'organiser notre pensée ? Et est-ce qu'il n'est pas risqué d'organiser cette pensée sur justement les matériaux que nous donne la société ? Les gens organisent leur pensée autour de Facebook, WhatsApp. C'est des pensées instantanées maintenant aujourd'hui parce que ça va très vite. Est-ce qu'on a encore la capacité de prendre du recul, de penser et comment l'organiser ? C'est ça. Est-ce qu'il y a-t-il une méthodologie de la pensée ? Alors c'est très compliqué d'imposer une méthodologie de la pensée. Ce qu'on peut dire, c'est que, en réalité, quand on observe le monde d'aujourd'hui, que les lieux d'échange, les lieux de pensée sont de moins en moins visibles. Que ce soit, je dirais, dans la société physique, quels sont les espaces publics où on peut s'exprimer et penser et parler avec d'autres. Il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, Facebook, tous les réseaux sociaux, d'ailleurs c'est leur nom, c'est le lieu des échanges. Mais la difficulté de ces lieux, c'est que ces lieux sont parfois impersonnels. Ces lieux sont parfois manipulés par d'autres. On va retenir telle formule et non pas une autre. Et donc on va singulariser les choses pour au fond provoquer. Or en réalité, ce qui ne changera pas, c'est échanger. Je donne parfois cet exemple d'un lieu d'échange. Vous avez des enfants, vous avez des petits frères. Le comportement général que nous avons dans notre société, c'est au fond la suppression de la fonction d'objet. Quand vous voulez, on a plutôt tendance à vouloir imposer une manière de faire à son petit frère parce qu'il est petit. Vous pensez que vous faites en sorte qu'il fasse l'économie des efforts que vous avez faits pour y arriver. Or, vous ne lui rendez pas service. Il faut qu'il apprenne à penser par lui-même, il faut qu'il apprenne à déconstruire. Et c'est quand il aura compris qu'il verra l'effort qu'il y a. Sinon, c'est comme quand vous enseignez aux étudiants. Si vous attendez simplement que l'étudiant récite le cours que vous lui avez fait, eh bien ça n'apporte rien, ni à vous-même, ni à l'étudiant. Mais si vous attendez de lui un travail original, où au fond, il vous dit, monsieur, vous m'avez appris les pensées, et à travers ce dédale des pensées que vous m'avez appris, voilà un petit peu ce que je fais de ce que vous m'avez appris, et voilà aussi ce que je fais de ce que j'ai appris en dehors de vous, et qui m'amène à répondre, ou en tout cas à tenter de répondre à telle ou telle question. C'est à ce moment-là, vous aurez en face de vous
un individu qui n'est plus simplement votre subordonné, mais un individu qui devient votre égal. Donc celui avec qui nous pouvons, comme nous sommes aujourd'hui là, par la question de l'âge, on pourrait dire oui, moi je pourrais me retrouver à vous donner des cours, mais je ne suis pas là pour vous donner des cours. Je suis là pour échanger vraiment avec vous et sentir la profondeur de votre besoin de penser et de vivre dans le monde d'aujourd'hui. Et moi, j'essaie simplement de vous dire qu'est-ce que ça m'inspire. Ce qui m'inspire, c'est que on ne croit justement pas qu'il n'y a plus besoin de penser, on regarde bien les choses en disant arrêtons peut-être d'être des objets. Commençons peut-être à devenir simplement des humains. Moi, j'ai tendance à résumer mon regard sur la vie sur 3 positions. La première, c'est quand je regarde effectivement le monde dans lequel on vit, il y a de plus en plus d'inhumains. C'est-à-dire, au fond, des hommes qui sont torturés, qui sont manipulés, et qui deviennent, au fond, semblables un peu à des animaux. C'est-à-dire qui n'ont plus le temps de penser, qui sont agis par d'autres, etc. Cette vie-là, je ne sais pas si elle est une belle vie, mais en tout cas, pour moi, elle m'intéresse en tant qu'objet, mais elle n'est pas pour moi la finalité de ce que j'ai envie de devenir. J'ai envie qu'on raconte de moi que j'ai vécu autre chose. Donc, à côté donc de ces inhumains, il y a des humains. Des humains qui, eux aussi, sont instrumentalisés, mais dans cette vie, de temps en temps, aperçoivent une lueur, aperçoivent un fil conducteur et tentent de s'y allier. Et bien sûr, au-delà de ces inhumains et de ces humains, il y a ce que j'appelle des surhumains. Des surhumains, pour moi, c'est des artistes, c'est des journalistes, c'est ces êtres, au fond, qui, en quelques secondes ou en quelques instants, ont croisé, je dis bien croisé quelques instants, le regard des dieux. C'est-à-dire qu'ils peuvent poser des questions, ils peuvent sentir une révélation, ils peuvent sentir une force. Dans ces catégories, oui. Vous vous situez-vous? Mais je suis, au fond, troisième. Je ne sais pas. Non, il c'est, répondra pas. Professeur, vous ne pouvez ne pas savoir parce que, moi, parce que ma véritable question c'est, vous faites des études, vous faites des analyses. C'est pour quel objet précisément? C'est pour imposer une pensée, c'est pour proposer une pensée, c'est pour imposer une méthodologie, non. Ou c'est pour proposer une méthodologie? Non. Vous avez fait beaucoup des études, des recherches. C'est pour vous rendre public. C'est pour apprendre à être un homme. Apprendre ça à qui? À vous? À moi-même d'abord. Ou à nous qui allons vous lire? À moi-même d'abord, parce que je n'ai pas prétention à vous imposer quoi que ce soit. Je me mets simplement à nu pour que celui que ça intéresse, eh bien, découvre lui aussi son chemin. Quand vous faites une étude, sur l'ENVET, le résultat de cette étude, c'est pour qui? Celui que ça intéresse là, apparemment pour vous, c'est qui? Je veux rebondir sur cette question parce qu'on rentre dans le cœur du sujet, en effet. C'est un débat que j'ai souvent en off avec Dafresh. Alors, votre thèse de façon générale, votre trajectoire de pensée, ce n'est pas simplement de dire que penser, c'est communiquer avec l'autre. Vous dites également que penser, c'est dialoguer avec son origine propre. Et qu'il faut aller puiser dans son origine, il faut aller puiser dans sa mythologie, dans le substrat de sa culture, les éléments fondamentaux qui vont vous permettre à ce moment-là de communiquer avec l'autre, de mieux communiquer avec l'autre. Et donc la question que Dafresh posait un instant éclate de mon point de vue de façon beaucoup plus pertinente. Alors on va dans nos cultures, on va dans ce qu'on est au fond de façon collective, rechercher les matériaux de la communication au monde, de la communication avec les autres. Mais est-ce que ces cultures-là sont encore adaptées au monde? Est-ce qu'elles ne sont pas archaïques? Est-ce qu'elles ne sont pas désuètes? Est-ce qu'elles ne sont pas dépassées? On est face aujourd'hui à une culture dominante qui est la culture occidentale, qui est une culture, pardonnez-moi de dire ça en griffe, impérialiste, qui donne ses matériaux, qui impose ses façons de penser, qui impose même sa logique de pensée, sa méthodologie de pensée, etc. Nous allons chercher
dans nos archétypes qui ont été balayés par l'histoire, qui ont été rejetés. Donc, quelqu'un disait dans un autre cas, dans les poubelles de l'histoire. Pourquoi en réalité? C'est pas pour porter un cache-sexe devant les autres, mais pourquoi? Ça nous sert à quoi aujourd'hui dans un monde où les jeunes aujourd'hui ne pensent plus qu'à vouloir s'occidentaliser pour être intégrés au monde? Justement, si je peux compléter, en off tout à l'heure, vous aviez une discussion avec Omer que j'ai trouvée très intéressante et qui se base sur votre livre que j'ai devant moi, À chacun sa raison, raison occidentale et raison africaine. Et il y avait cette opposition avec ce que Senghor avait dit, je cite, l'émotion est nègre comme la raison est hélène. Donc dedans, il y a plein de personnes qui l'ont interprété en disant qu'en fait, la raison, c'est pour les Occidentaux, c'est eux qui ont pensé, c'est pour ça qu'ils imposent leur manière de penser au monde entier, d'où le comportement que nous avons aujourd'hui, quand l'homme noir, lui, ne peut apporter que la danse et le rythme. Parce que nous, on réagit beaucoup plus avec l'émotion. C'est ce qui ressort un petit peu de ce qui est écrit. Est-ce que, quand vous écrivez, c'est pour au final apporter un contre-argument à ce mode de pensée et montrer que, au final, nous aussi, on a notre mot à dire. Ou bien, comme dit Dafé, c'est pour nous amener à aller prendre dans la danse les matériaux qui nous permettent aujourd'hui de dialoguer. Ça fait beaucoup, on est désolé, c'est l'émotion. Ah, c'est l'émotion. Oui, c'est l'émotion. Là, on est motivé. Là. Vous savez, la fameuse formule de Senghor, tout le monde la récite, mais on oublie la suite de la phrase qui suit tout à fait après. Quelle était la suite? Alors, je ne l'ai plus en mémoire, mais si vous allez chercher, même sur Internet, vous allez trouver. C'est justement montrer le contraire. C'est que, en réalité, il n'y a pas d'un côté ceux qui ont la raison et de l'autre ceux qui ont l'émotion. Vous êtes une femme, il y en a d'autres, vous êtes un homme, vous avez toujours les deux. Vous êtes de l'émotion, même si on dit dans nos sociétés, oui, un homme ne doit pas pleurer, mais un homme aussi a des sentiments, etc. Il pense aussi. Ce qu'il faut déconstruire, ce sont ces mythes-là. C'est-à-dire, en réalité, de penser qu'il y a uniquement ceux dont la raison est dominante et ceux qui n'ont pas de raison. L'objet, c'est de retrouver au fond qu'est-ce qui est premier. Quand vous regardez par exemple la société occidentale, la philosophie, elle est née dans ce terroir, leur manière de philosopher. C'est-à-dire que ça a été de séparer le mythe, les récits, de la pensée. Et les Occidentaux ont pensé que pour faire de la philosophie, il fallait que tout le monde fasse comme eux. Rentre dans ce débat qu'ils ont imposé au monde. Or, ce débat, qui est singulier, n'est pas le débat mondial. C'est un moment de la pensée de l'Occident. Et quand vous regardez cette pensée de l'Occident, elle est toujours mue par quoi? Par deux dynamiques. La littérature, qui est le lieu où on continue à raconter des histoires, et bien sûr par la science, par l'ontologie, par la philosophie, qui est le lieu où on décortique ce que la science veut dire, le lieu où on décortique ce que même le roman veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas séparation. Quand on va interroger, c'est pour ça que c'est une question importante, aller interroger nos traditions, nos mythes, nos récits du Vêt, etc. C'est enlever le complexe qui a été créé à dire ce sont des petits récits, ce sont des petits contes. Or, ces petits contes sont pleins de choses, sont gros de beaucoup de choses. Et quelle était la méthodologie qu'employait dans notre société, qui était une société sans écriture? C'est que ces récits étaient chantés, étaient dits pour tout le monde. On écoutait le conte. Quand on écoutait le conte, il y avait bien sûr des jeunes enfants, il y avait des adolescents, il y avait de jeunes adultes, il y avait des vieux, des initiés. Mais croyez-vous que dans le récit qui était donné, chacun avait une même connaissance de ce récit? Or, c'est faux. Chacun avait, par rapport à son niveau de connaissance, avait une compréhension différente de ce récit. Et donc, pouvait saisir, en tout cas, des éléments qui l'amenaient à penser.
Deuxième chose, c'est que même ces éléments qui l'amenaient à penser, on ne vous imposait pas une manière de penser, on vous amenait au seuil et on vous disait maintenant, à vous à faire votre chemin. C'est ce qui est important, c'est que vous me dites, oui, vous faites des travaux de recherche, vous écrivez des livres, etc. Si je les écrivais uniquement pour moi, mais ce ne serait pas intéressant. Je les écris à un moment donné. Je les écris dans un monde donné. Je les écris aussi par rapport à ce que je suis, pour que justement, pour témoigner, pour dire aux jeunes, pour dire à la société, attendez, nous allons dans un monde où je veux discuter avec d'autres. Pour que je discute valablement avec d'autres civilisations, pour que je discute valablement avec d'autres qui viennent d'ailleurs, il faut aussi que je puisse leur montrer que moi aussi je viens d'ailleurs, mais que dans cet ailleurs, il y a des éléments de même niveau, des éléments de même force que ceux qu'ils croient nous imposer. Par exemple, l'une de mes contributions, ça a été mon livre sur le Wani et le Songo. Ce livre a une histoire. J'arrive à l'université Omar Bongo, je suis appelé à enseigner, et pendant les premières années, tout en enseignant l'histoire de la philosophie occidentale, j'enseigne la logique mathématique, telle qu'on me l'a apprise à l'université où j'ai été formé. Et quelle n'est pas ma surprise, c'est que les premières années, il faut dire que l'étudiant qui arrive en philosophie, il croit qu'il va venir là, mais qu'il n'y aura plus de mathématiques. Il quitte le lycée, il vient d'avoir le bac, il se dit chouette, maintenant je vais faire des études de philo, là-bas il n'y a pas de maths. Mais quand il arrive, la matière bête noire, c'est la logique mathématique. Et donc quelle est sa surprise? Il découvre ça, et bien sûr je l'enseigne. Ma première surprise, c'est un petit peu comme à l'époque, quand moi aussi j'ai suivi ce parcours dans les universités occidentales, eh bien, c'est que c'était la matière la plus difficile et les résultats étaient terribles. Sur une centaine d'étudiants, dans ma matière, il y avait 5 ou 6 qui passaient en année supérieure, ceux qui, au départ, vous vous dites, ils n'ont pas le niveau, la matière que j'enseigne est vraiment sélective, donc elle est excellente, etc. Mais au bout d'un temps, quand vous êtes un homme comme tout le monde, vous vous dites non, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être qu'ils ne savent pas, peut-être qu'ils n'ont pas le niveau, donc je vais commencer par évaluer le niveau qu'ils ont. Et quand j'évalue le niveau des étudiants qui arrivaient à l'époque en première année, en matière de mathématiques, leur niveau était équivalent à celui des classes de 4e et 3e des lycées et collèges. Donc c'était donc normal qu'ils ne puissent pas comprendre ce que je leur racontais sur cette science. Alors, quand cette question arrive, ce n'est plus leur problème, ça devient mon problème. Mon problème, c'est finalement, si j'étais un bon prof, il me faudrait trouver un outil, un conducteur, qui me servirait de levier pour que je les amène en un temps T, plus rapide au fond, pour qu'ils passent du niveau qu'ils avaient, pour qu'ils retrouvent un vrai niveau scientifique et éventuellement aller plus haut. Alors, donc, je me mets donc à chercher dans notre substratum culturel quels étaient les éléments qui étaient possibles et qui faisaient qu'on faisait peut-être la mathématique sans le savoir. Donc, je me mets à chercher, et alors qu'à ce jeu, je jouais comme tout le monde, mais j'avais jamais pensé que c'était des modes de raisonnement, je jouais par habitude. Et c'est là où, un matin, j'ai cet eureka, mais il y a ce jeu. Et c'est comme ça que je regarde maintenant autrement le jeu que j'avais devant moi, que je commence à le traduire sur du papier, pour prendre une formule célèbre. Et en le traduisant sur le papier, j'écris des tabliers, je mets des chiffres, et je commence à voir la logique du jeu. Or, quand on regarde ce jeu, le premier niveau, c'est le niveau arithmétique, avec toutes les opérations. Je vous signale que sur un jeu de Songo, vous avez près de 7 milliards de possibilités. 7 milliards de possibilités. C'est-à-dire comme aux échecs. Pratiquement de même niveau qu'aux échecs. C'est immense. Et nous y jouons un petit peu par habitude. Et petit à petit, quand on reprend, donc, quand à la rentrée d'après, de nouveaux étudiants arrivent,
ils commencent à avoir peur. Je leur dis, écoutez, je crois avoir trouvé maintenant le conducteur qui vous amener à un autre niveau. Donc, même ceux qui ne connaissaient pas le jeu, je leur montre et on apprend à jouer au jeu sur le tableau. Quand on arrive à ce premier niveau, on fait donc de l'arithmétique et on va passer ensuite de l'arithmétique à l'algèbre. Donc on va traduire devant les étudiants ce que ça veut dire. Et après, quand on a fini l'algèbre, on arrive donc à la formalisation mathématique qui amène donc à la logique mathématique. Donc bref, mon travail a été donc de révéler que ce que nous considérions comme une petite chose n'était en fait que quelque chose de même nature. Et bien sûr, des collègues universitaires, informaticiens, ont repris les analyses que j'avais faites, en ont fait des applications, des logiciels sur lesquels aujourd'hui on peut jouer à ces jeux comme on joue aux échecs sur ordinateur. Oui. Ça veut donc dire que voilà. Donc, on peut dialoguer avec l'origine. Voilà, on peut dialoguer avec l'origine et le mettre et le révéler que c'est de même niveau que ce qui se fait ailleurs. Donc, le complexe d'infériorité ne marche plus. Le complexe de supériorité ou d'aplomb qu'avaient les autres vis-à-vis de nous devient différent. La première fois, quand je présente ce travail à mes professeurs à Bordeaux, ils sont fous. Ils sont fous, ils me disent, mais c'est pas possible, on ne pouvait pas penser que quelque chose existait à ce niveau-là qui soit quasiment de même niveau que les meilleurs travaux de mathématiques. Voilà. Professeur, nous avons atteint 40 minutes déjà d'entretien. Ah oui. Au terme de cet entretien, moi j'ai une toute dernière question, vu la situation actuelle. Avant la dernière question, si tu permets, Didier, parce que comme on arrive à la fin de l'entretien, j'aimerais que vous interveniez. Je pense que c'est dans ce sens-là également que, d'après, je veux conclure. J'aimerais que vous interprétiez une phrase célèbre de Jean-Paul Sartre. Parce que les intellectuels en Afrique, il y a des interprétations diverses sur leur rapport. Jean-Paul Sartre a écrit une préface mémorable aux damnés de la terre de Frantz Fanon. Tout à fait. J'aimerais vous lire juste la première partie et vous dire ce que vous en pensez. Jean-Paul Sartre écrit ceci. Il n'y a pas si longtemps, la Terre comptait 2 milliards d'habitants, soit 500 millions d'hommes et 1,5 milliard d'indigènes. Les premiers disposaient du verbe, les autres l'empruntaient. Entre ceux-là et ceux-ci, des roitelets vendus, des féodaux, une fausse bourgeoisie forgée de toutes pièces servait d'intermédiaire. Aux colonies, la vérité se montrait nue. Les métropoles la préféraient vêtue. Il fallait que l'indigène les aimât, comme des mères en quelque sorte. Et c'est là où je voudrais que vous interveniez. L'élite européenne entreprit de fabriquer un indigénat d'élite. On sélectionnait des adolescents, on leur marquait sur le front au fer rouge les principes de la culture occidentale, on leur fourrait dans la bouche des bâillons sonores, grands mots pâteux qui collaient aux dents. Après un bref séjour en métropole, on les renvoyait chez eux truqués. Ces mensonges vivants n'avaient plus rien à dire à leurs frères. Comme tout ce que écrivait Sartre, qui avait déjà vu le monde dans lequel nous allons, au fond, quelle est la question que pose ce texte? Quand allons-nous déconstruire ce qu'on nous a appris? Et notamment ce qui nous vient d'ailleurs. Quand allons-nous sortir de la nuit de la colonialisation? Comment, au fond, décolonialiser nos pensées pour retrouver notre place dans le concert du monde? C'est ça la question. Vous avez dit tout à l'heure que ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui, c'est de faire semblant, de s'occidentaliser. Mais vous allez vous occidentaliser. Quel est le piège? C'est qu'à force de vous occidentaliser, vous ne serez que des copies, des pâles copies de ce que les autres sont. Or, retrouvez-vous vous-même. Devenez vous-même. À ce moment-là, je dirais l'Occident aura vis-à-vis de vous un regard déconstruit. Je vais donner un petit peu cet exemple que je prends de temps en temps quand on vit dans une société différente de la vôtre. Vous le savez, j'ai vécu 11 ans au Sénégal. Et dans des fonctions
international et où je recevais régulièrement des cartons d'invitation dans des soirées, etc., des réceptions. Et la première fois, je reçois un carton d'invitation où c'est marqué « tenue traditionnelle ». Voilà à réfléchir au fond, qu'est-ce que j'allais porter pour aller à cette soirée. Or, je regarde mes amis sénégalais arriver avec leurs grands boubous blancs. C'est ça leur tenue traditionnelle. Quand j'arrive à cette soirée, j'arrive moi avec un costume cravate. Alors mes amis sénégalaises me disent, mais monsieur le recteur, vous n'avez pas bien lu votre carton d'invitation, c'était marqué tenue traditionnelle. Mais je dis, mais c'est justement. Vous portez la tenue de votre premier colonisateur. Avant, vous n'étiez pas que musulman, vous étiez autre chose. Et ce premier colonisateur, qui est le musulman, va vous coloniser et va vous apporter cette tenue. Ensuite, vous aurez un second colonisateur, qui sera l'Européen, qui va vous apporter le costume. Mais moi, je ne fais que porter la tenue de mon premier colonisateur. Et donc, si vous voulez qu'on aille sur l'origine, à ce moment-là, quand vous porterez votre première tenue, et non pas la tenue de votre premier colonisateur, moi aussi je pourrais porter ma première tenue. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans le monde dans lequel nous vivons, si nous ne savons plus d'où nous venons, nous ne pouvons pas savoir vers où nous allons. Nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes aujourd'hui. Donc voilà pourquoi il est toujours intéressant de ne pas fonctionner comme un mouton, de ne pas fonctionner comme quelqu'un qui est mu par les idées et les habitudes des autres, mais de temps en temps de se poser des questions, mais au fond, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais maintenant? Quelle vie je mène maintenant? Est-ce que cette vie n'est pas intéressante? Quand retenons-nous par exemple des grands joueurs d'un VET? C'est la même chose que nous retenons de Platon, c'est la même chose que nous retenons de Descartes, c'est la même chose que nous retenons de Mandela. Ce que dit Tirandong, par exemple, ce que dit Nguema, par exemple, ce n'est pas des ensembles de réponses à ce qu'est la vie, ce sont des interrogations. C'est nous amener à nous interroger. Celui qui a oublié de s'interroger fonctionne comme un mouton, suit bêtement. Or, la vraie question, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, la plus grande des interrogations, c'est sommes-nous des bêtes ou autre chose? C'est la bêtise. Sortons de la bêtise, sortons de la nuit des enfermements, revenons à ce qui est important tout être humain, c'est-à-dire à déconstruire ce qu'on nous a imposé. C'est comme ça que nous reprendrons la main. C'est comme cela que nous réveillerons. Il y a un ami sénégalais, philosophe, économiste, etc., Felwine Sarr, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Afrotopia. Et au fond, on a fait de l'Afrique un objet, de l'Africain un objet. On a fait des économies sur l'Afrique, mais on n'a pas fait véritablement une économie de l'Afrique sur le monde. C'est-à-dire que ce que j'ai tendance à dire, c'est que les Africains, eux, comme les Européens ont découvert l'Afrique. Premièrement, nous n'avons pas encore découvert le reste du monde. Deuxièmement, les Africains tentent de singer ce qu'ils regardent du monde, mais ils ont oublié de se découvrir eux-mêmes, Donc il faut enlever beaucoup de choses, il faut déconstruire. C'est à ce moment-là que nous verrons ce que nous sommes, ce que nous pesons, et comment demain nous pouvons peser sur notre avenir, comment nous pouvons peser sur notre histoire, comment nous pouvons profiter de ces richesses infinies que nous ont laissées nos ancêtres, mais aussi que nous pouvons profiter des richesses infinies que nous ont laissées les ancêtres des autres. Professeur, je pense que nous n'avons plus assez de temps, mais ce que moi je voudrais, c'est que vous les intellectuels, vous les philosophes, vous essayez de rendre pratique votre discours pour que les moins élevés puissent comprendre la quintessence de la chose et puis avoir une démarche pragmatique pour arriver vraiment où notre pensée doit arriver. Parce que si à chaque fois des intellectuels parlent un langage qu'un enfant d'aujourd'hui ne peut pas comprendre, ou n'utilise pas les mêmes outils que lui tous les jours pour lui montrer le véritable chemin,
on va toujours rester dans cette situation. Parce que le débat que nous avons aujourd'hui, qui va, parce qu'on est en train de l'enregistrer, mais que la personne va regarder, ou que la personne qui est en train de nous regarder, il va se dire, ça c'est les intellectuels, ils ne comprennent pas. Il faut expliquer aux gens, pratiquement, par exemple, vous avez parlé de la bêtise, moi je veux qu'on fasse une émission sur la bêtise. Une fille qui poste son beau corps sur les réseaux sociaux, vous interprétez ça comme de la bêtise. Pensez-vous qu'elle pense que c'est de la bêtise? Quand elle sait qu'il y a des intellectuels qui se nourrissent de ça pour passer des bons moments. Donc comment réduire le fossé là? Voilà, il faut qu'on réduise ce fossé de bêtises qui existe entre l'intellectuel qui devient la bêtise à un moment pour se servir de la fille qui fait la photo et la fille qui est en train d'entretenir la bêtise. C'est un exemple, il y a des garçons aussi, c'est juste un exemple. Donc je pense qu'avec la pluie de mer... Tu es en train de dire qu'il n'y a pas de communication entre les intellectuels et la jeunesse d'aujourd'hui. Voilà. Et je pense qu'avec la pluie de mer, il faut qu'on ait une série d'interviews de 40 minutes pour essayer de prendre point par point ces questions pratiques de la société. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Je voulais dire une chose. C'est toujours, au fond, c'est toujours la même question qui est posée dans nos sociétés. Vous qui écrivez, vous qui pensez, donnez-nous un bréviaire, un petit résumé. Un code de la route. Un code de la route. Ou bien un prêt-à-penser, tiens. Voilà. Or, je me méfie des prêt-à-penser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça voudrait dire qu'on ne veut plus faire l'effort. Nous sommes dans une société où on veut simplement que quelqu'un ait fait et il vous donne le résumé. Il écrit un livre, ne le lisez pas, on va trouver quelqu'un qui va vous faire le résumé. C'est peut-être bien. C'est comme quelqu'un qui veut apprendre à nager mais qui n'a pas la volonté d'apprendre à nager. Or, ce qui est important, c'est qu'il traverse lui le chemin. Si moi, je lui dis, vous n'avez pas besoin d'apprendre à nager, mais comment il va faire? Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un effort. Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas lire. Les jeunes d'aujourd'hui, le propre n'est pas de lire tout, mais de commencer à lire et que ça réagisse sur nous. Cet effort-là, c'est un effort solitaire. C'est un effort important. Et je crois que la transformation, c'est comme quand quelqu'un... Vous ne devenez pas joueur de foot par habitude. J'ai rencontré de grands joueurs de foot et d'autres, etc. La vraie question, je me rappelle avoir invité Samuel Eto'o à donner une conférence à l'université de Yaoundé 2. Et quand il arrive, il me dit « Mais moi, je ne connais pas la philosophie, je ne suis pas un intellectuel. » Je dis « Non, ce n'est pas ce qui intéresse nos étudiants. Ce que je voudrais que vous montrez à vos étudiants, c'est les éléments de votre vie, votre journée. Par exemple, vous vous levez à quelle heure du matin ? Et quand il prend la parole dans un amphi où il y a 3000 étudiants, qu'il raconte comment ça commence le matin, comment depuis 6 heures du matin qu'il est levé, les entraînements qu'il a eus, le volume de coups francs et de pénalty qu'il a tiré au ballon, toutes les exigences que ça donnait pour qu'il arrive à cette concentration-là. Je vous assure, il était à 10 heures du matin, on n'avait pas encore terminé sa journée, eh bien le silence est fait dans l'amphi. Pourquoi ? Parce que les étudiants sont aperçus que ce n'est pas par habitude, c'est un travail de sacrifice, d'abnégation qui le permet d'arriver là. Et c'est peut-être ça la leçon. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ce sacrifice, si vous ne faites pas cette abnégation, et c'est là, au fond, où nous apportons quelque chose à quelqu'un. Voilà. Merci, professeur. Rappelez donc qu'on était avec le professeur Bonaventure Veondo qui répondait à nos questions ce matin. On était accompagné de Elvis Ella et de Omer Ntougou qui ont participé à notre entretien. Et bien sûr de Gina. On vous souhaite une bonne journée et restez connectés au programme d'Urban FM. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines.
Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.